Chaque année, le 26 septembre, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la contraception, une occasion pour sensibiliser sur les méthodes de régulation des naissances existantes et informer sur les droits sexuels et reproductifs. Il y a 7 ans, l'Organisation des Nations Unies a adopté à l'unanimité de ses États membres l'agenda 2030 axé autour de 17 objectifs de développement durable. Quel bilan peut-on faire? On en parle avec l'invité du journal. Tout comme le journaliste, le métier de rédacteur web nécessite un prérequis pour celui qui l'exerce. Le rédacteur web doit avant tout maîtriser les bases du référencement naturel. C'est un nouveau métier qui prend progressivement son envol. 80 millions, c'est le nombre de grossesses non désirées enregistrées dans le monde. Chaque année, environ 700 000 femmes décèdent des suites de ces avortements pratiqués dans des conditions d'hygiène et de sécurité précaires. Ce 26 septembre, Journée mondiale de la contraception, on se permet de parler de sexualité sans tabou, de sensibiliser à la contraception, surtout au rapport sexuel désiré. Reportage. 211 millions de grossesses ont lieu dans le monde chaque année et plus de 40% sont des grossesses non désirées. Le constat est tragique et pour y faire face, la contraception apparaît comme une solution. Et cette méthode qui permettra d'espacer les naissances comme vous le souhaitez ou de concevoir quand vous le voulez. Il est important d'espacer les naissances premièrement pour permettre au corps de la femme de régénérer après un accouchement. Je crois que les médecins recommandent souvent 2 ans. Ça permet aussi au couple de souffler financièrement parce qu'un enfant c'est des dépenses. De nombreuses méthodes de contraception existent pour soulager les femmes. Il y a les méthodes hormonales, il y a les méthodes non hormonales et les méthodes que j'appelle souvent les méthodes naturelles. La méthode hormonale, vous avez le Jadel, vous avez la pilule, vous avez le Sayanapress, l'injection. Et mis à part ça, les méthodes non hormonales, il y a le préservatif. Pour ce qui est des méthodes naturelles, il y a la méthode de la glaire cervicale. Il y a l'allaitement maternel, uniquement l'allaitement maternel. Malgré leurs avantages, les méthodes contraceptives présentent des effets secondaires, ce qui pousse certaines femmes à ne plus les adopter. Juste après l'accouchement de ma fille, j'ai voulu d'espacer la grossesse qui va venir au moins de 3 ans. J'ai vu le gynécologue avec qui j'ai discuté, donc il m'a proposé plusieurs méthodes. J'ai préféré une contraception injectable. Il y a d'autres effets secondaires sur lesquels je n'ai pas été trop avertie, que je commençais par avoir comme des maux de tête de temps en temps, malgré tout ce que je prenais contre les maux de tête. Après, j'ai commencé par ressentir que j'ai commencé à grossir, quoi. J'avais plus du tout l'envie d'avoir des rapports sexuels. J'ai utilisé cette méthode pendant environ 1 an, 2 mois, comme ça. Une contraception efficace est avant tout celle qui convient au moment où elle est utilisée. Il ne faut pas se lever et dire je veux une méthode. On ne peut pas. Il y a des méthodes qui ne conviennent pas aux personnes qui sont prédisposées à grossir comme moi. Et il faut dire aussi c'est l'organisme qui s'adapte à la chose. Si ton organisme ne s'adapte pas, il va peut-être falloir penser, changer. Et en plus de ces mythes-là, il faut vraiment se porter vers les personnes adaptées à donner les informations en rapport à. Et ces personnes sont les seules capables de réajuster quand ça ne va pas. Quand telle méthode qui visiblement devrait marcher avec telle personne ne marche pas, c'est les seuls capables de vous faire changer de méthode contraceptive. Donc, il ne faut pas aller sur ce terrain-là en promenade. Il faut les informations et il faut un suivi médical rigoureux. Pour permettre aux femmes de faire des choix éclairés en matière de contraception, une prise de conscience collective est indispensable. En septembre 2015, l'Organisation des Nations Unies définissait 17 objectifs de développement durable. C'était à travers un appel mondial à agir, entre autres, pour éradiquer la pauvreté, la faim, protéger la planète et promouvoir l'égalité entre les sexes. 7 ans après leur mise en œuvre, quel bilan peut-on faire? Ulvaeus Balogun en parle avec l'invité du dimanche. Les ODD, c'est les objectifs de développement durable. Ok.
Et ces ODD définissent le monde que nous voulons et s'appliquent à toutes les nations. Toutes les nations. Alors, ça fait 7 ans que ces ODD ont été définis. Quel est le bilan qu'on peut faire aujourd'hui, même si c'est un bilan à mi-parcours? Le bilan à mi-parcours, bien à mi-sommet, comme on le dit, oui. On peut le dire que tout n'est pas encore rose. Tout n'est pas encore rose. Et il y a encore du chemin à faire. Il y a beaucoup de travail que nous devons faire, toutes les nations. Alors, sur le plan national, on revient sur le plan national, vous disiez qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis, qui ont été engagés par les autorités. Quelle est la situation de la mise en œuvre des ODD au Bénin? Oui, particulièrement au Bénin, il faut dire qu'il y a 49 cibles qui ont été priorisées et le gouvernement a fait des efforts pour territorialiser à travers la Direction générale de la coordination et du suivi des ODD au niveau des communes pour faciliter la mise en œuvre au niveau du pays. Et il faut dire qu'en juin 2021, le Bénin avait fait déjà cet exploit-là au niveau mondial, c'est-à-dire l'Eurobond ODD, et qui a permis véritablement à notre pays de définir une politique stratégique par rapport à des projets innovants à impact, notamment dans le domaine social et environnemental. Alors, au-delà de ce eurobond qui a été lancé par le gouvernement, il y a également ces différents projets, entre autres les cantines scolaires qui cadrent avec l'ODD 2, la fin zéro par exemple. Il y a également que le Bénin a été reconnu comme étant le deuxième pays de l'UEMOA où la pauvreté, en tout cas, est en train de baisser. Alors, ce sont des efforts quand même qui tendent à relever le Bénin dans ces différents objectifs-là, n'est-ce pas? Oui, effectivement, c'est là qu'il faut saluer véritablement la clairvoyance de notre chef d'État, son Excellence M. Patrice Talon et son gouvernement qui font vraiment des efforts fort louables, et notamment dans le domaine lié à la pauvreté, c'est-à-dire lutter contre la faim zéro. Et parce que, comme on le dit, tous les objectifs de développement durable sont liés. Atteindre un objectif de développement durable sans penser aux autres n'est pas ce que nous souhaitons. Donc, il faut travailler en synergie. Donc, lorsqu'on travaille sur un objectif de développement durable, on amène les autres également à leur réussite, à leur atteinte. Il y a l'ODD 6 qui est l'un des ODD quand même sur lesquels le Bénin fait beaucoup d'efforts. L'accès à l'eau potable, l'assainissement. Effectivement, le Bénin, d'ici 2023, donc d'ici quelques mois déjà, le Bénin va atteindre cet objectif de développement durable-là. Et on félicite vraiment les uns les autres, notamment le gouvernement pour les prouesses, parce qu'aujourd'hui, l'accès à l'eau potable est une ressource vitale pour tout humain. Ils sont nombreux à se positionner sur Facebook, Fiverr et fiverr.com pour chercher des contrats en écriture web. On les appelle rédacteurs web. Ils sont généralement sollicités par des entreprises pour écrire un contenu, optimiser un texte pour le référencement, créer des statuts sur les réseaux sociaux ou animer un blog. Comment devient-on un rédacteur web? La réponse dans ce reportage. Encore peu connu, le métier de rédacteur web est apparu avec l'émergence de nouvelles techniques de l'information et de la communication et surtout l'avènement des réseaux sociaux professionnels. Un rédacteur web est un professionnel de la rédaction qui produit du contenu éditorial à différentes fins, mais qui va être publié exclusivement sur le web. Arnaud est un étudiant passionné des lettres. À 7 ans perdus, il est rédacteur web. Avec ce nouveau métier, il est rémunéré en fonction du nombre de mots écrits. Quand on travaille avec une agence ou même si on est en freelance et il faut rédiger, on est payé en fonction du nombre de mots écrits. Le minimum, c'est 2 francs par mot. Bon, certains payent 3 francs. Certes, c'est un tarif que moi, personnellement, je n'apprécie pas bien puisque l'effort qu'on fournit pour produire les tests est vraiment énorme et il faut prendre en compte le travail intellectuel. Très souvent assimilé au journalisme web, le métier de rédacteur web comprend quelques spécificités. Il est donc nécessaire de faire la part des choses entre ces deux univers distincts. Le journaliste web et le rédacteur web font exactement le même métier. La différence, ça peut se situer au niveau de la formation et de la certification. La rédaction web et le journalisme web visent tous à donner un message précis à un public cible. Mais la différence entre les deux, c'est que
Le journalisme web déjà est commandité par un organe de presse, mais le rédacteur web est censé rédiger des contenus en partant bien sûr des informations recyclées sur l'Internet. Avec une formation diplômante, Maurice est journaliste web depuis plus d'une quinzaine d'années. Mais point n'est besoin d'une formation certifiante pour faire carrière dans la rédaction web. Il suffit juste de tenir compte des spécificités du web dans la rédaction des contenus. Tout le monde peut être rédacteur web, ça ne demande pas une formation de base, aucune formation, il suffit juste d'être passionné et même quand on n'est pas passionné, il suffit juste d'avoir le désir d'apprendre, d'avoir une facilité à manier la langue dans laquelle on écrit. La rédaction web est un métier en pleine expansion et pour se faire une place dans ce domaine, il est nécessaire de se faire former afin d'avoir des connaissances pointues dans le maniement des mots et une maîtrise parfaite de la langue de travail. Information hors des frontières béninoises, la migration irrégulière en Tunisie est en hausse et plus de 13 000 migrants tunisiens sont arrivés sur les côtes italiennes depuis le début de l'année. Face à une situation économique difficile, la migration devient même un projet familial amplement partagé sur les réseaux sociaux. Mais cette pression migratoire se répercute sur les politiques d'octroi de visa de plus en plus restrictives. Les précisions dans ce reportage de nos confrères de France 24. Dans cette maison de Bouhajla, au centre-est du pays, les proches et voisins attendent de récupérer le corps d'un père de 2 enfants, disparu en mer lors du naufrage d'un bateau de candidats à l'exil le 6 septembre. Tout ça, ce sont ses vêtements. Je ne sais pas ce que l'on va devenir. Saber, sa femme, a vendu tous les meubles de la chambre à coucher pour financer une traversée clandestine à 1 600 €. Elle et son mari ont pris ce risque pour améliorer leurs conditions économiques. Il travaillait pour 20 dinars par jour. Une fois vous avez acheté un paquet de coucher du lait, c'est fini. Mon mari était travailleur journalier. Parfois il travaillait en continu, parfois on ne l'appelait pas pendant 10 jours. C'était trop précaire. Dans cette ville où le taux de pauvreté est élevé, 32%, presque chaque famille voit partir un proche dans un bateau clandestin. Hazem, 22 ans, a survécu au naufrage. Sans emploi stable, comme d'autres jeunes, il avait été séduit par la réussite de ceux qui arrivent jusqu'en Italie. Sur Facebook, on voit des jeunes partir. Au café, tout le monde en parle, aussi bien les jeunes que les plus vieux. Ce n'est plus juste un sujet entre jeunes du quartier, tout le monde en parle. En hausse de 18% cette année, la migration clandestine s'est banalisée dans les familles tunisiennes, selon ce chercheur. Près de 2000 mineurs et plus de 600 femmes sont parties cette année. Et après, ils partent en famille parce qu'ils ont la famille là-bas, ils ont des contacts là-bas, donc ils ont une communauté. Donc l'acte de traverser, c'est en soi une réussite sociale parce que c'est l'acte de fuir une situation sociale qui est considérée très compliquée et chaotique. Cette pression migratoire se répercute indirectement sur les politiques d'octroi de visa, de plus en plus restrictives. Cet ingénieur qui a voulu garder son anonymat a subi un refus de visa alors qu'elle avait été embauchée par une compagnie française avec une autorisation du ministère de l'Intérieur et des papiers en règle. Lors du dépôt de mon dossier, je n'ai même pas pensé à avoir ce refus. C'était vraiment choquant pour moi. La France a annoncé une normalisation des procédures de visa à la rentrée, mais le sentiment de frustration gagne de nombreux Tunisiens, voulant partir légalement. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi.